Le prix du confort est ton âme pourrie. Et tu as déjà payé la facture complète. Écoute attentivement le son grinçant de ton propre isolement absolu. C'est le bourdonnement électrique du routeur, le clic silencieux et persistant d'une caméra de surveillance que tu as toi-même, de ta propre main, installée dans l'intimité de ta chambre. Ton téléphone n'est pas un simple téléphone. C'est, en réalité, le microphone le plus sensible et le plus efficace dans la salle d'interrogatoire, la plus grande et la plus sophistiquée de toute l'histoire humaine. Et ce qui est pire, tu le tiens volontairement, avec dévotion, devant ta bouche à chaque seconde de la journée. George Orwell n'a pas écrit un simple roman de fiction sur le futur lointain. Il t'a laissé les clés rouillées de la cellule de verre dans laquelle tu vis et respires déjà. La prophétie ne portait pas sur un tyran lointain avec une moustache et des bottes en cuir. Elle portait sur toi, sur ta propre essence, sur ta pulsion presque biologique de donner un like au mensonge manufacturé qui te réconforte et de signaler avec fureur la vérité crue qui t'incommode. 1984 n'est pas un chiffre sur le calendrier. C'est le manuel d'utilisation détaillé de ton anxiété sociale contemporaine. C'est la raison fondamentale pour laquelle tu ressens cette pression asphyxiante de choisir un camp dans une guerre culturelle que tu ne comprends pas et qui ne t'appartient pas. C'est l'explication de pourquoi le mot « liberté » sonne désormais comme un slogan de marketing vide et « sécurité » sonne comme l'excuse parfaite pour ta propre domestication. Le monde entier a décidé d'ignorer l'avertissement original parce que la clarté de son message était trop inconfortable à supporter. Il a préféré s'abandonner au sortilège des écrans, mais le sortilège se brise sur les bords. Et ce qui reste à découvert n'est pas un paysage de chars et de haut-parleurs tonitruants. C'est quelque chose de bien plus intime, profond et pervers. Un vide fertile dans ta propre pensée, un raccourci mental que tu prends chaque fois que tu évites une discussion difficile, une consolation bon marché que tu achètes en abandonnant ton propre jugement. Ceci n'est pas un cours magistral de littérature, c'est une intervention d'urgence. Orwell n'a pas besoin que tu le défendes dans des forums intellectuels. Il a besoin que tu te reconnaisses une fois pour toutes dans le miroir déformant qu'il a construit. Ta réalité, telle que tu la consommes quotidiennement, est un produit d'usine conçu pour la consommation de masse. Et l'usine a un nom propre. Nous allons ouvrir les portes de battant. L'homme derrière l'abîme. Eric Blair ne s'est pas transformé en le mythique George Orwell par un simple caprice littéraire. Ce fut un acte conscient de désertion totale, un acte de guerre contre sa propre classe sociale. Ton image mentale de l'écrivain timide et maladif avec un pull en laine est un mensonge pratique. Efface cette image dès maintenant. Imagine à la place un infiltré à haut risque, un homme qui a franchi volontairement les lignes ennemies de la classe, de l'idéologie et de la réalité même, pour t'apporter un rapport de renseignement de l'autre côté de l'abîme. Sa vie n'est pas une biographie conventionnelle. C'est un film d'espionnage où le héros se rend compte que tous les camps, sans exception, travaillent pour le même maître, le côté du pouvoir absolu. Sa première mission fut de naître au cœur battant de l'Empire, l'Inde, 1903. Son père était un fonctionnaire de l'Empire britannique chargé du commerce de l'opium. Ce n'est pas une donnée triviale, c'est le traumatisme fondateur de son existence. Dès le berceau, Eric a respiré l'hypocrisie la plus sophistiquée du monde. La machine coloniale qui disait apporter la civilisation et le progrès tout en extrayant des ressources par la violence et en brisant des cultures millénaires. Le langage, dès lors, était déjà pourri dans son environnement. Les mots grandiloquents servaient déjà à dissimuler la cruauté la plus élémentaire. À 8 ans, on l'envoie en Angleterre. Pas dans un foyer accueillant, mais dans un camp d'entraînement psychologique pour l'élite. Un internat préparatoire brutal, puis Eton. Ici, il n'a pas simplement appris le latin, il a appris l'anatomie cachée du privilège. Il a vu les futurs gouverneurs du monde pratiquer la tyrannie la plus pure dans la cour de l'école et l'habiller de manières impeccables et d'élégance au dîner.
Sa réaction, ce ne fut pas la rébellion bruyante de celui qui crie des slogans. Ce fut le mépris silencieux, glacial et analytique de celui qui prend des notes dans l'obscurité. Il est devenu un anthropologue du mensonge socialement accepté. Il a appris tôt que le pouvoir n'a pas besoin de faire quand il a la tradition, quand il a un uniforme respecté, quand il possède un accent distingué qui intimide. Mais un véritable espion a besoin de preuves tangibles. Il a besoin de vivre dans la peau de l'ennemi. Et l'ennemi, pour le jeune Eric, c'était la pauvreté absolue, celle que sa classe ignorait avec une élégance criminelle. Alors il a fait quelque chose que toi, dans ta vie protégée et confortable, tu n'oses que fantasmer. Il a déserté. Au début de sa vingtaine, il a renoncé à sa classe privilégiée, à son avenir économique assuré et à son propre nom. Il s'est immergé dans les bas-fonds de Paris et de Londres, pas comme un touriste de la misère qui prend des photos. Comme un homme sans le sou, sans droit, sans identité, il fut plongeur dans des hôtels de luxe, où les chefs buvaient le vin le plus cher tout en crachant avec haine dans la soupe qu'ils serviraient aux clients riches. Il a dormi dans des asiles publics qui étaient de véritables prisons pour les pauvres, où l'on te volait jusqu'à tes chaussures sales pendant que tu essayais de dormir. Il a ressenti la faim physique réelle, un animal sauvage qui ronge tes entrailles de l'intérieur. Il a ressenti l'humiliation administrative, ce regard bureaucratique qui t'efface en tant qu'être humain et te transforme en un numéro gênant. Ceci n'est pas une anecdote colorée pour son curriculum vitae, c'est la forge de sa méthode d'analyse. Orwell est parvenu à une conclusion brutalement honnête. On ne peut pas comprendre un système d'oppression de l'extérieur en observant avec des jumelles. Tu dois te laisser contaminer par lui. Tu dois laisser le système marquer ta peau et ton âme. Son écriture n'est pas née dans le silence d'une bibliothèque. Elle est née dans l'odeur nauséabonde de choux pourris d'une cuisine de restaurant, dans le froid glacial qui transperce les os dans un dortoir public partagé avec des inconnus. Il écrivait avec le corps, avec les nerfs. Par conséquent, quand tu lis ses descriptions de la misère dans 1984, comprends que ce ne sont pas des métaphores littéraires. Ce sont des souvenirs musculaires, douloureux. Le ministère de l'Abondance rationnant le chocolat et le gin de mauvaise qualité. Il l'a vécu dans sa propre chair. La dégradation systématique de Winston Smith. Eric Blair l'a ressenti dans sa propre peau bien avant de l'écrire. Mais la mission au risque vital le plus élevé arriva en 1936. L'Espagne, la guerre civile. Orwell, déjà devenu socialiste par expérience viscérale et non par théorie, par lutter activement contre le fascisme. Il y va avec la foi aveugle du converti, croyant profondément en la fraternité de la gauche. Et là, dans les tranchées boueuses de Barcelone, il reçoit le tir précis qui changerait sa vision du monde pour toujours. Une balle fasciste lui traverse le cou de part en part. Par des millimètres miraculeux, il ne meurt pas sur le coup. Mais la blessure véritablement mortelle n'était pas physique. La trahison réelle venait de son propre camp, de ses propres idéaux. Pendant qu'il se remet de sa blessure, il voit avec horreur la purge interne. Ses camarades du POM, socialistes anti-staliniens qui luttaient au front, sont soudainement déclarés ennemis du peuple. Ils sont chassés comme des animaux, torturés et assassinés dans des shekas par les agents du NKVD soviétique, les prétendus alliés dans la guerre contre Franco. La gauche se dévorait elle-même dans une frénésie paranoïaque. L'orthodoxie idéologique exigeait le sang de ses propres frères. Orwell et son épouse, Eileen, doivent fuir, se cacher dans des hôtels, s'échapper d'Espagne comme s'ils étaient des criminels de guerre, poursuivis avec acharnement par ceux-là même qui auraient dû les protéger. C'est le moment crucial de l'histoire. Le traumatisme psychologique qui a enfanté 1984. Orwell a compris, avec une clarté terrifiante, que le totalitarisme n'avait pas de drapeau exclusif. C'était un virus idéologique
qui infectait n'importe quel camp, cherchant le pouvoir absolu sur l'individu. La guerre perpétuelle de l'Océania contre l'Eurasia ou l'Estasia, changeant d'ennemi mortel du jour au lendemain sans donner d'explication. Il ne l'a pas inventé à son bureau, il l'a vécu dans les rues de Barcelone. La police de la pensée, poursuivant les hérétiques au sein du propre parti. Il l'a respiré dans l'air empoisonné de la trahison espagnole. Il a appris que le régime parfait ne se contente pas de tuer ses opposants. Il réécrit l'histoire officielle pour que ses opposants n'aient jamais réellement existé et oblige tous les survivants à feindre, sous peine de mort, qu'ils ont toujours cru à la nouvelle vérité du jour. Il retourne en Angleterre, marqué pour toujours. Non seulement par la cicatrice visible sur son cou, mais par une certitude féroce et solitaire. Le plus grand danger pour l'humanité n'était pas le fascisme explicite, mais le mensonge qui s'habille des vêtements de la vérité, la trahison qui se fait appeler loyauté. Et alors, le dernier grand méchant frappe à sa porte affaiblie, la tuberculose, la maladie qui lui vole son souffle vital pas à pas. Il écrit ses 2 chefs-d'œuvre, La ferme des animaux et 1984, dans une série agonisante de toux, de forte fièvre et de sang sur les mouchoirs. Il s'installe dans une cabane reculée, glaciale et isolée sur l'île de Jura, non par un désir romantique de solitude, mais parce que c'est le seul endroit qu'il peut payer et parce qu'il sent avec désespoir que son temps dans ce monde touche à sa fin. Imagine-le un instant, toussant violemment sur le manuscrit, s'affaiblissant physiquement chaque heure, sachant avec certitude qu'il meurt. 1984 n'est pas une spéculation intellectuelle sur le futur. C'est un testament final, écrit avec l'urgence de la mort frappant à la fenêtre. Chaque mot est filtré par la fièvre et la conscience que ceci est son dernier message d'avertissement au futur de l'espèce. Il n'y a pas de place pour le décoratif ou le superflu. Il n'existe que la clarté d'un chirurgien qui opère sans anesthésie. C'est pourquoi sa prose est comme le cristal, transparente, coupante et glaciale. C'est la prose d'un homme qui n'a absolument rien à perdre, sauf la vérité elle-même. Par conséquent, quand tu lis Orwell aujourd'hui, ne pense pas que tu lis les théories d'un intellectuel de café. Tu lis le rapport médico-légal détaillé d'un espion qui s'est infiltré avec succès sur 3 fronts différents, dans l'hypocrisie de la haute classe britannique, dans le désespoir sans nom des parias de la terre et dans la paranoïa fratricide des révolutions trahies par leurs propres dirigeants. Il est mort à 46 ans, consumé par la maladie qui était, d'une certaine manière symbolique, la manifestation physique de la pourriture morale qu'il avait passé toute sa vie à disséquer de sa plume. Maintenant, avec cet homme réel dans ton esprit, pas l'icône de bronze, mais le blessé, le traître à sa classe, le mourant, c'est alors que nous pouvons enfin ouvrir son manuel d'opérations secrètes. Parce que ces concepts ne sont pas de simples jeux de mots pour passer le temps. Ce sont les outils de précision qu'il a utilisés pour décrypter la matrice de son époque historique. Et je te parie mon dernier souffle que ce sont exactement les mêmes outils dont tu as un besoin urgent pour décrypter la tienne. Le voyage vers la théorie commence par l'endroit le plus intime et le plus vulnérable que tu possèdes, les mots que tu utilises pour penser dans l'obscurité. Prépare-toi. Nous allons ouvrir ton crâne et examiner à la loupe le logiciel qui tourne dans ton cerveau. Le marteau théorique. Ouvre le dictionnaire rouillé de ton esprit. Maintenant, avec une allumette virtuelle, brûle la moitié des mots que tu trouves. Surtout les mots les plus inconfortables et les plus lourds. Liberté, justice, vie privée, dignité. Ne laisse que les mots fonctionnels, ceux qui ne causent pas de problème, sûrs, efficaces, pratiques, divertissants. Qu'est-ce que tu viens de créer avec cet incendie contrôlé? Ce n'est pas une nouvelle langue pour les poètes, c'est le système d'exploitation d'un esprit domestiqué et prévisible. Bienvenue au concept le plus mortel d'Orwell, celui qui opère en 7 millisecondes précises dans tes réseaux sociaux, dans ton jargon d'entreprise au bureau et dans tes débats politiques, au bar, la néolangue.
Oublie un instant la figure de grand frère. C'est une distraction pour que tu regardes ailleurs. Le véritable monstre n'est pas celui qui te surveille de l'extérieur avec des caméras. C'est le mécanisme interne qui te convainc qu'il ne vaut pas la peine d'avoir des pensées qui soient suffisamment précieuses pour être surveillées. La néolangue n'est pas seulement une langue inventée pour un roman. C'est une attaque directe d'ingénierie inverse sur la conscience humaine. Son objectif fondamental, expliqué magistralement par Sim dans le roman, est clair. Détruire les mots, réduire la portée totale de la pensée. Chaque année qui passe, on élimine plus de mots du dictionnaire officiel. Chaque nouvelle édition est plus mince et plus pauvre. Pourquoi ? Parce que si le mot « liberté » n'existe pas physiquement, il devient techniquement impossible de concevoir le concept de liberté. Il est impossible d'en éprouver le manque s'il n'a pas de nom. Il est impossible de se rebeller pour quelque chose que tu ne peux même pas nommer dans ta tête. La liberté devient un fantôme sans visage ni nom. Et toi, même si tu ne t'en rends pas compte, tu vis dans une version bêta constante de la néolangue. Un ministère avec des soldats ne l'impose pas. Tu l'adoptes toi-même, volontairement, par pure paresse mentale. Pense à ceci. Tu as remplacé la phrase « Je suis déprimé, seul et profondément perdu » par un simple « Je suis cramé » ou « burn-out ». Tu as réduit des débats politiques d'une complexité millénaire à des termes binaires comme « bassé » ou « cringe ». Tu acceptes sans broncher qu'un algorithme conçu pour maximiser l'engagement te dicte quelles nouvelles sont supposées être importantes pour ta vie. Tu appelles fièrement « communauté » un groupe aléatoire d'inconnus qui partagent simplement les mêmes préjugés que toi sur un réseau social. Tu appelles « créateur de contenu » l'artiste qui se vide de son sang, le penseur qui réfléchit et l'éducateur qui enseigne, écrasant leur but vital dans la simple production de commodities numériques pour le défilement infini. Chaque fois que tu encapsules une expérience humaine riche et contradictoire dans un jargon d'Internet ou dans un buzzword d'entreprise, tu pratiques activement le double pensée linguistique. Tu économises des caractères précieux, mais tu perds des nuances vitales de ton âme. Tu fais le sale boulot du parti à leur place, gratuitement. La tyrannie du futur ne viendra pas en criant « À bas la liberté ». Elle sera beaucoup plus subtile. Liberté, quel mot démodé, analogique et inefficace. Ce dont tu as besoin, ce sont des expériences utilisateurs optimales, personnalisées et sécurisées. Mais la néolangue a besoin d'un mécanisme d'exécution constant pour ne pas échouer. Un système immunitaire pour éliminer à la racine les pensées hérétiques avant qu'elles ne croissent. Et ce mécanisme est la double pensée. La double pensée ne consiste pas simplement à maintenir deux idées contradictoires en même temps. C'est de l'hypocrisie commune, et c'est pour les amateurs. La double pensée est quelque chose de bien plus pervers et profond. C'est le pouvoir psychologique de soutenir deux croyances totalement contradictoires, de savoir consciemment qu'elles sont contradictoires, et pourtant de croire avec une pleine foi en les deux. C'est effacer la discorde cognitive, non pas en la résolvant par la logique, mais en annulant le fait même qu'une contradiction existe. Dans 1984, le parti proclame « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. » Ce ne sont pas de simples slogans publicitaires, ce sont des instructions de programmation pour l'esprit humain. Ils t'entraînent pour que ton cerveau ne se fissure pas devant l'absurde, mais qu'il l'accepte naturellement comme une vérité d'un ordre supérieur qu'il ne t'appartient pas de remettre en question. Ta version moderne de cela est beaucoup plus subtile, mais tout aussi corrosive pour ton intégrité. Cette application vole mes données les plus intimes, mais elle est tellement pratique pour commander à manger. Et tu continues à l'utiliser chaque soir. Ce politicien ment de façon constante et démontrable, mais au moins, il attaque et nuit aux gens que j'ai décidé de haïr. Et tu continues à lui donner ton vote. J'ai besoin de déconnecter des écrans de toute urgence pour sauver ma santé mentale, mais je ne peux pas me payer le luxe de rater ce qui se passe en ce moment. Et tu continues à faire défiler jusqu'à l'aube.
La double pensée est la colle invisible qui maintient ton unité de vie aujourd'hui. Une vie qui est cognitivement dissonante à chaque coin de rue. Elle te permet de dire que tu aimes l'écologie tout en commandant un delivery chaque jour dans des emballages en plastique jetables. Elle te permet de valoriser la vie privée comme un droit humain tout en téléchargeant chaque moment intime de ta vie sur une story publique. Tu n'es pas un simple hypocrite, tu es un citoyen moderne modèle, parfaitement entraîné à l'art de la déconnexion morale sélective. Et quel est le combustible infini de cette machine de contrôle? La peur du châtiment? Non. La peur coûte cher. Le combustible est quelque chose de bien plus bon marché, accessible et renouvelable. L'ignorance flottante. Dans le roman, l'Océania est en guerre perpétuelle, mais l'ennemi change d'une seconde à l'autre. En un instant, l'Eurasia est l'ennemi de toujours. Le mal absolu et l'Estasia est l'allié, fidèle. Soudain, sans prévenir, les termes s'inversent et tous les journaux, tous les archives historiques, tous les discours sont réécrits en quelques heures pour que cela ait toujours été ainsi. La masse ne remet pas en question le changement, elle transfère simplement toute sa haine accumulée vers le nouvel objectif désigné par l'écran. L'hystérie est la seule constante, seul l'objet de cette hystérie est interchangeable selon le besoin du moment. Ouvre dès maintenant ton feed d'actualité. Quelle était la panique morale absolue d'il y a à peine 6 mois et celle d'il y a 1 an? Où est passée toute cette énergie? Elle a été remplacée chirurgicalement par une nouvelle, tout aussi urgente, tout aussi exigeante de ton indignation absolue. On ne te demande jamais de réfléchir profondément à un problème complexe. On te demande de ressentir une décharge électrique d'adrénaline tribale pour un camp contre l'autre. Et quand ce conflit cessera de générer des clics et de l'engagement, on t'en présentera un nouveau, frais et brillant. L'ennemi est flottant par conception. Ton attention est une marchandise mise aux enchères. Ton indignation est une ressource renouvelable que d'autres exploitent. Tu es, en essence, un réacteur de haine à faible entretien pour le système. Tout cela nous conduit directement au noyau dur du pouvoir orwellien, le contrôle total de la réalité. Le ministère de la vérité ne se consacre pas à cacher les faits gênants. Il se consacre à les détruire physiquement et à créer des faits nouveaux à partir de zéro. Winston Smith passe ses journées à réécrire de vieux articles de journaux pour que les prédictions passées du parti s'avèrent avoir toujours été correctes. Le passé n'est pas de la pierre, c'est de l'argile malléable. C'est un fichier texte ouvert en permanence dans l'éditeur de celui qui détient le pouvoir. Et qu'en est-il de ton propre passé, de ton registre personnel de la réalité? Les feeds sont éphémères par nature. Ce qui était une nouvelle sismique hier disparaît aujourd'hui sous l'avalanche de la nouvelle tendance. Les messages s'effacent, les stories durent à peine 24 heures et s'évanouissent. Une figure publique peut être annulée aujourd'hui pour quelque chose qu'elle a dit il y a 10 ans, sortie du contexte de l'époque et insérée de force dans la morale changeante d'aujourd'hui. Tu vois une vidéo historique qui est en réalité un deepfake généré par IA ou simplement un découpage édité avec malice. Ton sens du passé n'est plus un archive solide dans ta mémoire. C'est un nuage de données en constante réécriture et les administrateurs de ce nuage ne sont pas toi, mais les algorithmes, les médias avec des biais idéologiques et tes propres chambres d'écho numériques. Qu'est-ce que la vérité de nos jours? C'est simplement ce qui survit au défilement infini, ce qui génère le plus d'interactions émotionnelles, ce qui s'ajuste le mieux au récit de ta propre tribu numérique. Le principe même de la réalité objective s'est fracturé et c'est dans cette faille profonde que croit avec force le totalitarisme numérique du XXIe siècle. Parce que tout ce système complexe a besoin, par-dessus tout, d'un sacerdoce fidèle. Et ce ne sont pas les soldats avec des fusils, ce sont les intellectuels couards, les journalistes complaisants, les artistes qui s'auto-censurent pour ne pas perdre leurs sponsors. Dans
1984, ce sont les bureaucrates gris du ministère de la Vérité, typifiés par le traître O'Brien, un homme qui aime le pouvoir pour le pur plaisir du pouvoir. Son plaisir suprême n'est pas la richesse matérielle ou le luxe, c'est de mettre à nu l'âme humaine complètement, de lui démontrer sa fragilité pathétique et finalement de la briser. O'Brien ne torture pas Winston Smith pour obtenir des informations utiles. Il le torture pour lui démontrer un point philosophique, que la réalité ne réside pas dans le monde extérieur objectif, mais exclusivement dans l'esprit humain qui peut être manipulé. Si je veux que tu crois que tu te tiens sur une seule jambe pendant que tu voles, tu le croiras, lui dit-il. C'est la tyrannie que l'on obtient par le consentement psychologique de la victime, non par la force brute. Qui est ton O'Brien moderne? C'est cet algorithme sophistiqué qui connaît tes biais cognitifs mieux que toi-même. Ce système qui te donne de petites doses de dopamine sous forme de likes quand tu répètes fidèlement l'orthodoxie de ta bulle et qui te punit par le silence administratif. Du shadow ban, quand tu t'écartes du chemin tracé. Tu n'as pas besoin d'une cellule de torture physique. Tu t'entraînes toi-même chaque jour en cherchant l'approbation des écrans, en ajustant tes opinions pour qu'elles soient plus palatables, plus sûres, plus virales. Le parti moderne ne t'interdit pas de penser de façon explicite. Il te récompense généreusement pour avoir pensé de la bonne manière. Et la peur atroce de l'exclusion sociale, de l'ostracisme numérique, est ton propre bureau sans un particulier. Ta pire peur personnelle, transformée en l'instrument de contrôle le plus efficace de l'histoire. Maintenant, connecte les points dispersés. La néolangue réduit drastiquement ta capacité à articuler tout type de dissidence réelle. La double pensée annule ton malaise naturel devant la contradiction évidente. L'ignorance flottante canalise toute ton énergie émotionnelle vers des ennemis désignés de l'extérieur. Le contrôle de la réalité fait que tu ne fais plus confiance ni à tes propres yeux ni à ta propre mémoire. Et tout cet appareil est administré par un système qui te séduit par le confort et te punit par le vide, personnalisant ta propre prison à ta mesure exacte. Quel est le résultat final de cette équation? Ce n'est pas une société d'esclaves enchaînés qui rêvent de liberté. C'est quelque chose de bien plus triste, une société peuplée de Winston Smith défaits d'avance. Des gens qui pressentent vaguement que quelque chose ne va pas du tout, mais dont la rébellion est impuissante, égocentrique et, au final, purement auto-indulgente. Winston ne se rebelle pas pour un idéal grandiose de justice universelle. Il se rebelle pour un petit journal intime et pour un amour interdit dans une chambre sale. C'est une rébellion personnelle, pas politique. Et le système moderne peut tolérer et même avoir besoin de ces petites rébellions contrôlées pour pouvoir les écraser publiquement et démontrer ainsi son omnipotence. Ta propre rébellion moderne est souvent tout aussi intime et stérile. Publier un tweet supposément controversé, utiliser un profil anonyme pour insulter, consommer du contenu que tu crois être interdit. Ce sont des actes de défi qui se produisent toujours à l'intérieur des murs de la même plateforme qui te contrôle. Tu donnes du trafic et de l'engagement au système même que tu dénonces avec fureur. C'est le cycle de rétroaction parfait. Orwell ne te montre pas un enfer de feu et de soufre spectaculaire. Il te montre un enfer gris, bureaucratique et mortellement ennuyeux. Un enfer où le sexe devient insipide, l'art se transforme en propagande de pacotille. L'amitié est une loyauté surveillée par la peur, et l'amour est un acte de désespoir politique. Un enfer où la trahison finale n'est pas celle que les autres te font, mais celle que tu commets contre toi-même, contre tes propres principes fondamentaux, juste pour échapper un instant à la douleur. Si vous voulez une image du futur, imaginez une botte écrasant un visage humain, pour toujours. Mais la botte la plus efficace n'est pas celle de métal froid qui vient de l'extérieur. C'est la botte que tu commences, petit à petit, et sans t'en rendre compte, à te chausser toi-même chaque matin, en croyant à tort que c'est une chaussure confortable qui te protège du sol.
La gifle de réalité, c'est précisément ici que l'immense majorité des analyses terminent leur chemin, avec une révélation déprimante et un sentiment d'impuissance totale. Ils te laissent t'allonger sur le sol du ring, regardant les lumières floues, te demandant avec angoisse « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Non. Nous n'avons pas fait tout ce parcours mental pour arriver à cette impasse. Orwell n'était pas un pessimiste anthropologique, c'était un réaliste radical. Et le réalisme ne se rend pas devant l'adversité. Il change seulement de tactique quand la précédente échoue. Si le système est aussi parfait qu'il en a l'air, s'il réécrit la réalité à sa guise, s'il fait pourrir le langage de l'intérieur et kidnappe ton attention chaque seconde, où est le point de fuite? Où est la fissure dans le béton par laquelle la lumière peut passer? Ce n'est pas là-bas, dans les grandes institutions ou dans les révolutions de masse. C'est dans le dernier endroit que le pouvoir regarde vraiment, parce qu'il le considère comme non pertinent. Dans les gestes petits, privés, inefficaces et apparemment inutiles. Winston Smith perd la bataille à la fin. Il le torture jusqu'à ce qu'il aime grand frère, et il le brise complètement. C'est la défaite totale de l'individu face à l'État. Mais regarde bien, dans sa cage, avant la trahison finale, il y a un moment de bonheur authentique et pur. Une chambre louée dans un quartier pauvre, hors de portée immédiate des télécrans. Un acte d'amour qui n'est pas seulement charnel, mais de complicité humaine. Un journal intime, écrit à la main, dédié à personne. Ces actes petits n'ont pas renversé le parti à ce moment-là. Ils n'ont pas changé la carte géopolitique du monde. Mais pendant un instant glorieux, ils ont rendu à Winston son humanité intacte, son âme souveraine. C'est la première piste réelle pour ta propre vie. La résistance orwellienne aujourd'hui ne consiste pas en la révolution glorieuse dans les rues avec des drapeaux. C'est le sabotage silencieux et quotidien de ta propre domestication. Et cela commence par une décision que tu peux prendre en cette seconde même de ton existence. Réhabiliter complètement ton langage personnel. Ceci n'est pas une proposition poétique ou abstraite. C'est un hack de sécurité pour ton esprit. La néolangue entre dans ton cerveau par les mots que tu utilises sans réfléchir, par inertie sociale. Ainsi, ta contre-mesure doit être brutalement simple et directe. Fais une pause consciente. La prochaine fois que tu t'apprêtes à utiliser un mot chargé comme liberté, justice, amour, vérité, communauté ou ennemi, arrête le flux de ton esprit. Exige de ton cerveau une définition propre et concrète. À quoi te réfères-tu exactement par ce mot? Si au final cela signifie seulement ce que ma tribu approuve aujourd'hui ou simplement ce que je hais, alors tu n'utilises pas un mot réel. Tu lances un sortilège tribal inconscient. Tu pratiques la double pensée que tu critiques tant. Traduis systématiquement les clichés vides en expériences concrètes de ta vie. Au lieu de dire le générique « Je suis cramé », demande-toi avec honnêteté. Suis-je triste? Ai-je peur? Est-ce que je me sens vide à l'intérieur? Suis-je surchargé de tâches inutiles? Chacun de ces mots spécifiques ouvre une porte différente dans ton psychisme. Cramé n'est qu'une boîte à ordures où tu jettes toute ta confusion pour ne pas la regarder. L'acte de nommer avec une précision chirurgicale est un acte politique de récupération de territoire mental. C'est prendre un mot du dictionnaire du parti et le rendre avec force à ton propre dictionnaire privé. Deuxième étape, cultive activement un espace d'inefficacité radicale dans ta journée. Le système te valorise exclusivement pour ta productivité mesurée, pour ta consommation constante de données et pour ta génération de contenu pour les autres. Ta seule valeur pour eux est ton output. Donc, ton acte de rébellion le plus subversif est de créer un espace sacré où tu ne produis absolument rien pour le système, où les mesures de succès n'existent pas. Ne médite pas pour être un travailleur plus concentré et productif après. Ne lis pas un livre juste pour pouvoir en faire un résumé présomptueux sur Goodreads. Ne marche pas dans le parc pour compter les pas sur ta montre intelligente. Fais quelque chose, n'importe quoi,
juste pour l'expérience sensorielle pure de le faire, sans registre numérique, sans témoignage public, sans le partager avec personne. Cet espace non monétisable et non viralisable est un authentique trou noir dans la matrice de la surveillance de masse. C'est la chambre de Winston, au-dessus du magasin des prolétaires. C'est un espace petit, c'est fragile, mais c'est intégralement à toi. Troisièmement, et c'est peut-être le plus cynique, mais aussi le plus important pour ta survie. Méfie-toi profondément de tous les hymnes, même de ceux qui semblent être les tiens. L'ignorance flottante fonctionne parce qu'elle t'offre toujours un « nous » glorieux contre un « eux » méprisable. La prochaine fois que tu ressentiras cette montée plaisante d'adrénaline tribale, cette chaleur agréable d'appartenir au camp des bons et des moraux, pose-toi une question hérétique. Qu'est-ce que gagne le pouvoir qui me parle maintenant, en me maintenant si furieux contre cet ennemi en particulier? Il ne s'agit pas de devenir neutre ou apathique, il s'agit de nier à tout pouvoir le contrôle exclusif et bon marché de ton indignation personnelle. Ne les laisse pas louer ta capacité de haine pour un prix aussi bas. C'est la ressource émotionnelle la plus précieuse que tu possèdes. Faire cela ne te transformera pas automatiquement en héros de film. Tu ne vas renverser aucun régime demain matin. Tu vas faire quelque chose de bien plus radical, profond et subversif. Tu vas cesser d'être un collaborateur enthousiaste et gratuit de ta propre servitude. Tu vas introduire une friction réelle dans les engrenages qui tournent sans arrêt dans ta propre tête. C'est pourquoi mon appel à l'action aujourd'hui n'est pas le typique « abonnez-vous à la chaîne ». C'est quelque chose de bien plus dangereux pour le système. Je te défie ici même à un acte de sabotage linguistique réel. Dans les commentaires ci-dessous, ne me parle pas d'Orwell comme d'un auteur de collège. Ne me donne pas ton opinion générique sur la vidéo. Je veux que tu exécutes dès maintenant la première étape du piratage mental. Publie un seul mot dont tu sens vraiment que le monde moderne l'a vidé de toute signification réelle, qui est utilisé aujourd'hui comme une arme de jet ou comme un tranquillisant social. Puis, si tu as assez de courage, écris entre parenthèses ta propre définition personnelle, intime et concrète. La définition que tu ne donnerais jamais à un algorithme de recherche, mais à un ami véritable dans une conversation honnête à 3 heures du matin. Par exemple, tu pourrais écrire « Liberté », avoir la force de volonté de fermer le navigateur sans ressentir la peur de rater quelque chose de vital. Succès, être capable de profiter d'un dîner tranquille sans le besoin compulsif de vérifier le téléphone. Amour, l'acte courageux de cesser de performer une identité pour être simplement vu tel que l'on est. Vérité, cette réalité qu'il est douloureux d'admettre, même dans la plus absolue intimité de soi-même. Ceci n'est pas un simple exercice pour générer des commentaires, c'est un balayage radar en temps réel, une cartographie nécessaire de combien de cerveaux dans cette salle virtuelle sont réellement disposés à entamer aujourd'hui même la décontamination de leur propre langage. Je veux voir de mes propres yeux combien de mots nous pouvons sauver de la décharge de la néolangue moderne, ne serait-ce que pour l'espace d'un commentaire. C'est un geste petit, c'est inutile pour le marché, c'est glorieusement inefficace, mais c'est, sans aucun doute, le début de la fin de ta captivité. Parce que Winston Smith a perdu la guerre extérieure. Mais il y a un autre personnage d'Orwell, dans un autre de ses livres moins cités, qui nous donne la clé maîtresse de l'étape suivante nécessaire. Il s'appelle George Bowling, dans « Un peu d'air, s'il vous plaît ». C'est un homme gros, médiocre, piégé dans une vie de petites hypocrisies quotidiennes. Mais George a un souvenir sacré, de quand il était enfant, pêchant dans un étang d'eau claire, dans un moment de paix parfaite et presque oublié. Et toute sa lutte vitale n'est pas pour changer l'ordre du monde, mais pour retrouver un peu de cet air propre et réel, dans un monde qui ne sent déjà plus que le mensonge manufacturé et les préparatifs de guerre. George Bowling n'est pas un héros d'action, c'est un homme qui refuse catégoriquement d'oublier complètement le goût de l'authenticité. C'est à cette résistance réelle que je te convoque, non pas celle du martyr qui se sacrifie, mais celle du nostalgique de la vérité, l'individu qui,
au milieu du bruit assourdissant des réseaux, se souvient que le silence existe encore. Celui qui, au milieu de la néolangue simpliste, se souvient que les mots avaient autrefois un poids réel et sacré. Ta bataille la plus importante n'est pas pour le contrôle du futur, c'est pour le sauvetage de ta propre mémoire. Pour ta capacité intacte de te souvenir de ce que l'on ressent, à penser avec clarté, à aimer sans besoin de témoins numériques, à exister sans avoir à chercher une justification externe. Orwell a eu la gentillesse de te montrer les murs de la prison, mais il a aussi eu l'astuce de te laisser la lime cachée entre les pages. Cette lime est ta propre conscience individuelle, qui est irréductible, irritante pour le pouvoir et incroyablement intacte si tu le décides. Maintenant, prends cette lime et commence à l'utiliser avec patience. Commence par sauver un seul mot. Juste un. Le sabotage de ton esprit commence dès maintenant. Et il commence exactement ici.